La présentation portait surtout sur les effets de l'obstruction nasale. L'ensemble des conférenciers ici parlaient des causes et éventuellement du traitement de l'obstruction nasale. Moi, je tenais surtout à parler des conséquences de l'obstruction nasale, essentiellement sur la croissance crânio-faciale, sur la morphologie, et puis aussi donc sur des effets parasites comme la thermorégulation cérébrale, le côté psychologique, la posture cervicale, dorsale, qui était aussi très gênée par cette obstruction nasale. En fait, dès qu'ils sont en obstruction nasale, ils ouvrent la bouche. Et là, ça va mettre en jeu tout un ensemble de musculature, de muscles, essentiellement la musculature sucioïdienne, qui va tirer le menton et la mandibule en bas et en arrière. Donc, absence quasi totale de croissance de la mandibule vers l'avant et une croissance exagérée verticalement de la face. Et bien donc, cette mandibule ne grandissant pas en avant, l'enfant va adopter une langue basse et va empêcher le développement en profondeur de son oropharynx. Donc on va avoir des oropharynx très étroits, surtout dans le sens donc sagittal, et qui fait que la langue, surtout en position couchée, va basculer dans le pharynx et va venir lui obstruer ses voies respiratoires. On a plusieurs types d'examens, de questionnaires pour évaluer le degré de l'importance de l'obstruction nasale. Ensuite, un examen clinique directement sur l'enfant en le regardant fonctionner, donc ça c'est très important pour l'examen clinique parce qu'après on ne le voit jamais fonctionner. Et puis donc ensuite un bilan radiographique et très souvent un bilan Cone-Beam, c'est-à-dire des scanners moins irradiants. Bien, les signes cliniques, ça va être essentiellement la bouche ouverte, l'incompétence labiale, mais des signes plus discrets sur la face comme les cernes sous les yeux, les lèvres gercées, une base du nez avec des narines étroites, une columelle large et surtout quand on regarde à l'intérieur de la bouche, une arcade maxillaire très perturbée dans sa forme, soit en forme de V et très projetée vers l'avant. Et donc déjà en lui rétablissant sa ventilation nasale, il va changer son comportement musculaire, ce qui fait que surtout si c'est très jeune, eh bien la modification va être très efficace. Plus tardivement, c'est pratiquement irrécupérable. Alors sur la morphologie, ça va être aussi un problème esthétique. C'est les visages allongés, c'est jamais très beau, avec une exposition gingivale au sourire, mais ça, ce n'est que de l'esthétique. Par contre, d'un point de vue fonctionnel, surtout l'évolution risquée vers l'apnée du sommeil. Et là, c'est la principale raison de ma présence ici, c'est de venir dire aux allergologues, aux immunologues, aux ORL que lorsqu'il y a une cause médicale à l'obstruction nasale, si elle n'est pas traitée par eux, que ce soit au niveau médicamenteux ou chirurgical, eh bien, tous les traitements qu'on pourra faire seront voués à l'échec d'avance, voire même si on avait eu un succès, on aura une récidive rapide. C'était un peu la conclusion de ma conférence. Je leur ai demandé s'ils pouvaient penser au-delà de la rhinite allergique et non pas se concentrer uniquement dessus, voir à quoi elle est due et comment on va la soigner. Qui pensent aussi à la conséquence et ça nous aiderait beaucoup.